Alors, elle s'est longtemps occupée de développement durable. Elle a été directrice de la RSE et membre du comité exécutif du groupe L'Oréal, puis directrice générale de la Fondation L'Oréal pendant 7 ans, avant de changer de vie, sans changer de cap, puisqu'elle préside désormais l'association environnementaliste WWF. Alexandra Paltz est notre grand témoin ce soir. Alexandra, on va s'asseoir. Merci beaucoup. C'est très haut. Hein. On est juché. Droit. Voilà. Merci beaucoup, chère Alexandra, d'avoir accepté notre invitation. Bon, on est cosy là. On est bien. C'est bien. C'est pas le grand raout. Ça permet un peu de proximité et on a prévu d'ailleurs un temps de questions-réponses. Hein, donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à Alexandra. Alexandra, vous avez quitté vos fonctions à L'Oréal. Il y a à peu près un an. Bon, comment ça va depuis? Ça va très bien. Je dois avouer que je suis contente de ne pas avoir cette fonction maintenant, à l'heure actuelle. Je trouve ça quand même incroyablement plus difficile qu'à mon époque, hein, parce que moi, je fais grandir cette fonction à un moment où le sujet et l'engagement grandissaient. C'était le hype de la sustainability et le plus on était engagé en tant qu'entreprise, le mieux c'était. Et donc d'assister maintenant à tout ce recul, je pense que c'est beaucoup plus difficile que... Donc mon respect et mon admiration pour tous ceux et celles qui font toujours ce job-là, parce que ça doit être bien... Mais vous êtes resté quand même engagé sur ces sujets-là, puisque vous présidez le WWF. Vous êtes quand même encore engagé sur le... sous-estimer à quel point c'est plus facile de travailler avec des gens qui pensent tous comme vous qu'avec des gens qui pensent tous le contraire. Donc, c'est quand même incroyablement plus facile. Donc, oui, maintenant, je suis au WWF et tout le monde est engagé parce que sinon, il ou elle ne sera pas là, ce qui n'est pas le cas dans l'entreprise. Est-ce que pour vous, c'est un pas de côté ou c'est vraiment une page qui est tournée et là, vous ouvrez... Moi, je ne retournerai plus jamais dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est en général, j'évite le plus jamais, mais là, ça m'étonnerait vraiment beaucoup parce que... C'est-à-dire, j'ai vraiment... pas pour dire que j'étais très, très heureuse chez L'Oréal. Le 12 ans chez L'Oréal, c'était les plus belles années de ma vie professionnelle et d'ailleurs aussi personnelle. Et j'en étais consciente pendant que je les vivais parce que, voilà, ce hype, d'être dans une phase où on peut tout faire grandir, c'est une aventure incroyable, professionnelle. Et L'Oréal était formidable hein, comme entreprise, justement parce que c'est une entreprise qui existe dans la durée, depuis plus de 120 ans, qui va continuer à exister. Donc, un peu quand même un autre état d'esprit. Donc, c'est pas pour dire que c'était pas bien, mais c'est juste pour dire que moi, je croyais beaucoup, beaucoup, autant qu'entreprise individuelle comme acteur de changement. Et je crois beaucoup moins maintenant que l'entreprise individuellement peut changer à l'échelle que je voudrais la société. Ouais. Mais alors, on va en parler hein, de l'impact dans l'entreprise, mais vous, on a intitulé cette séquence « L'impact pour choix de vie » parce que l'impact, j'ai l'impression que vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite. Dès que vous avez commencé votre carrière professionnelle, vous avez voulu lui donner un sens et avoir un impact positif sur votre entourage, sur les personnes auxquelles vous vous adressiez et même au-delà. Donc, c'est vrai que je me suis... Bon, maintenant, je suis plus toute jeune. Hein, donc, je me suis beaucoup engagée. On a le même âge, alors attention. On n'est plus toute jeune. On est plus toute jeune. Je dois te voilà. dire... Nous ne sommes plus toutes jeunes. Je suis désolée si tu étais encore... Dans l'illusion. OK, donc, on n'est plus toute jeune. Donc, moi, je pense que moi, ce qui me motive, et en fait, ma motivation est totalement restée intacte et je pense que c'est beaucoup lié à mon histoire personnelle aussi. C'est que moi, ce que je n'ai jamais formulé ça, que je veux avoir de l'impact ou que je voulais avoir de l'impact. Moi, ce que je voulais pouvoir contribuer à que les gens souffrent moins.
ma motivation venait vraiment de là. Depuis, en fait, mon engagement date de plus longtemps que ça, hein, parce que moi, les premières manifs, les premiers engagements dans les associations, c'était à 15-16 ans. Et c'est vrai que toute ma vie, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir éviter un peu de souffrance humaine. Et c'est la souffrance humaine qui me met en colère. Et cette colère qui m'a fait avancer pendant 30 ans ou 35 ans. Maintenant, je suis un peu moins en colère parce qu'on s'apaise avec l'âge un peu, mais j'ai toujours la même indignation par rapport à la souffrance humaine. Et aujourd'hui, j'inclus, je pense que j'ai aussi fait un travail, c'est vrai que j'ai fait des études, moi j'ai fait des études de droit spécialisées en droits humains, et j'ai eu un vrai moment qui était intellectuellement important pour moi une dizaine d'années quand je commençais à m'intéresser à des philosophes comme Baptiste Morisot, Vinciane Després, Descola, etc., sur le vivant et la notion du vivant. Et donc, entre-temps, j'ai inclus dans ma définition d'engagement, certainement, il est plus large que seul humain, mais mon premier moteur reste quand même la lutter contre la souffrance humaine. Alors, au cours de toutes ces années d'engagement, et donc 12 ans à L'Oréal, dont 7 ans à la tête de la fondation, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, sur les autres qui traversent toutes ces années? Alors, en fait, moi, j'ai eu une phase d'apprentissage très accélérée. Comme souvent, hein, quand vous arrive quelque chose de pas très sympathique, c'est un moment déclencheur. Donc, en 2020, il y avait donc la mort de George Floyd. Et c'était le 25 mai. Je sais parce que c'est mon anniversaire. Et mes enfants sont métis. Et je ne sais pas pourquoi. Je commençais à me sentir très, très concernée personnellement. C'est vrai que ça fait 10 ans que j'ai des cauchemars éveillés aussi quand mon fils est seul dehors. Parce que mon beau-fils, qui a 10 ans de plus, s'était plusieurs fois fait interpeller de manière pas très sympathique. Donc, et du coup, j'étais assez vocale à ce moment-là sur les réseaux sociaux sur la mort de George Floyd et les violences policières et Black Lives Matter. Et il y avait, par un concours des circonstances, j'étais une des rares dirigeantes chez L'Oréal qui était très vocale sur les réseaux sociaux. Et par un concours des circonstances, donc, L'Oréal a dû annoncer qu'on enlevait le mot blanchissant et blanc des crèmes, vous savez, des crèmes qui unifient le teint. Et donc, c'était un vendredi soir, et samedi, il ne se passait rien du tout en France parce que c'était la veille d'une élection. Donc, rien, aucune info. Donc, l'extrême droite et ensuite la droite ont fait monter un sujet. L'Oréal, ils sont devenus fous. Ils enlèvent le mot blanc de leur packaging. Le wokisme est partout. Et l'extrême droite m'a identifié sur les réseaux sociaux et a commencé donc une campagne comme ils savent bien faire. Hein. Ils sont une personne à 100 comptes, hein, mais s'ils sont 100 fois 100, ça commence quand même à faire beaucoup. Et le hashtag, c'était L'Oréal, voulez-vous garder vos consommateurs ou Alexandra Palt. Et c'était le début pour moi, et aussi comment tout le monde autour de moi a réagi, etc. Et c'était donc devenu un vrai questionnement pour moi à partir de là. Quelle doit être la posture des dirigeants à l'heure de l'extrême clivage et confrontation dans la société. Et après Black Lives Matter, il y avait la guerre Russie-Ukraine, il y avait la guerre au Moyen-Orient, donc moi je ne fais plus que gérer des crises. Et à chaque crise, je me suis rendu compte à quel point c'était mon alignement personnel auquel la situation faisait appel. Les valeurs et ma capacité à avoir le courage
d'être aligné avec mes valeurs. Et en fait, c'est pas si facile que ça, hein, parce que quand on est dans une entreprise, le dirigeant, le CEO, son premier rôle, c'est quand même garantir la sécurité de l'emploi, à faire gagner de l'argent aux propriétaires, etc., aux actionnaires. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais un peu ce rôle très privilégié d'ailleurs, parce que c'est archi confortable d'être là et dire non, en fonction de valeurs, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci et cela. Mais moi, pour moi, c'était un vrai, à partir de là, c'était un immense questionnement. C'est quoi l'éthique du leadership au XXIe siècle ? Comment on fait face à ce clivage dans la société, maintenant à la crise de la démocratie, la crise de la liberté d'expression, etc. Comment on fait face à la responsabilité, qu'on a une responsabilité éthique vis-à-vis du vivant, et comment aujourd'hui vous demandez à un dirigeant pourquoi il se sent responsable, il va très rarement vous répondre le vivant. Ça fait, ou les générations futures, parce qu'il a déjà 50 000 responsabilités avant. Et du coup, j'ai commencé une thèse à ce moment-là, en 2022, avec un prof de philo, en me disant il faut que je trouve des réponses à ça. Pour moi, et peut-être aussi un jour je vais les partager, mais c'était très important pour moi de comprendre à quoi je peux faire appel et qu'est-ce que je peux transmettre aux autres dans cet nécessaire alignement. Pour un leadership différent. Et les leaderships différents, je ne parle pas au quotidien, être gentil et la bienveillance et tout ça, mais vraiment quand c'est dur, comment je prends des décisions, parce qu'il faut quand même dire, ça va être très dur les prochains 30-40 ans. Donc, et on a des dirigeants qui sont allés dans les grandes écoles où ils ont appris de faire du marketing de produits, mais pas à prendre des décisions qui sont éthiquement dures. Tout dépend du caractère et de la personnalité du dirigeant. Et ça, on n'a pas trop envie de se l'avouer parce qu'on a envie de dire bottom-up et pas top-down, etc. Mais à la fin, et limite, je trouve ça aussi OK, parce qu'il est payé pour ça. Hein, parce qu'il gagne quand même 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros pour prendre des décisions. Donc les décisions difficiles, c'est quand même son job, ou souvent son job, et pas... Parce qu'il y a souvent donc encore dedans, mais c'est souvent le job de ces dirigeants-là de prendre des décisions difficiles et comment le prendre. Et ça, c'était là où j'ai beaucoup mûri, mais c'est où j'ai aussi vu beaucoup de faillites. Et vous plaidez pour que les entreprises mettent à leur agenda la common decency. Oui, c'était mon point de départ. Voilà. C'est-à-dire, mon point de départ, c'est que je me suis attrapée aussi, je me suis rendu compte que moi aussi, je dis souvent, mais ils sont indécents. Ah, donc moi, je pourrais citer quelques dirigeants que je trouve un peu indécents, mais je vais m'en passer ici. Mais souvent, je disais, mais c'est indécent de faire ça. Et du coup, je me suis commencé à m'interroger par rapport au mot indécence. Et ben, en fait, il y a un peu une contre-notion qui est la décence ordinaire de George Orwell, de Common Decency. Et George Orwell, bon, c'était un écrivain, mais et pas un philosophe, pas un politologue, mais il a quand même théorisé un certain nombre un peu sa pensée. Et donc la Common Decency est beaucoup citée. Et en fait, ce qu'il veut dire par la Common Decency, c'est quelque chose d'un peu inné, du minimum respect, considération, reconnaissance, voire l'autre, qu'on doit avoir dans la vie. Et c'est vrai que je comprends pourquoi on dit trop souvent des dirigeants, est-ce qu'ils ont autre qu'ils l'ont pas. D'ailleurs, Orwell pensait qu'on ne pouvait pas l'avoir si on était très privilégié. La common decency, il fallait être soit pauvre, soit anglais, plus tard, quand il est devenu très pour la guerre. Mais en général, c'était quand même des classes socialement inférieurs qui pouvaient avoir cette notion de common decency parce qu'ils voyaient l'autre et le dirigeant ne pouvait pas. Et c'est vrai que le dirigeant a du mal parce que le pouvoir l'isole tellement et l'éloigne tellement d'un terrain que certaines fois, j'ai vu des gens dire des choses, ce n'étaient pas de mauvaises personnes, mais ils sont tellement déconnectés qu'il y a une forme d'indécence. Et bon, à partir de l'indécence, je suis partie à l'éthique de vertu. Et maintenant, je m'intéresse comment on pourrait enseigner et transmettre
aux dirigeants en devenir cette éthique de vertu. Donc, je suis allée en Afrique dans une école qui s'appelle African Leadership Academy, qui prend le meilleur du continent entre 16 et 18 ans. Et comment on fait donc character-based leadership education, comment on éduque des gens pour avoir du caractère dans le sens de vertu, un caractère vertueux. Et ça, ce serait une façon pour l'entreprise aujourd'hui d'avoir de l'impact. C'est des choses dont on ne parle jamais en entreprise. Moi, je fais des formations partout, INSEAD, HEC, ESCP, Cambridge, voilà, j'étais quand même un peu partout. L'absence totale de la question de l'alignement personnel avec les valeurs et comment l'appliquer, c'est quand même vraiment, malheureusement, encore, ouais. Mais vous le dites, vous pointez vous-même un peu les limites sur le fait que voilà, un chef d'entreprise, il est là pour faire le job et parfois prendre des décisions pas forcément justement alignées par rapport à ses propres valeurs. Est-ce qu'un chef ou une chef d'entreprise peut se permettre ou doit s'embarrasser d'éthique? Moi, je vois, c'est-à-dire ça dépend un peu comment on voit le sens de la vie. Si le sens de sa vie, c'est de rendre des gens qui sont riches plus riches, et surtout de se servir lui-même, lui et son ego et son porte-monnaie, parce que c'est quand même beaucoup une question d'ego, il faut quand même le dire, et puis de peur de la mort. J'ai toujours eu une petite théorie que les hommes qui étaient à ces places-là et qu'il y avait quelque chose autour de ça, mais si on ne veut pas se servir que soi-même, et c'est comme à cette notion quand même qu'on doit arriver en leadership. Le leadership au XXIe siècle, ça ne peut pas être que se rendre et rendre les autres plus riches. Va falloir passer à autre chose parce que sinon on va être un peu collectivement perdu. Et donc, l'inverse, c'est-à-dire le fait d'être aujourd'hui dans une époque où quand même la valeur qui semble cardinale et affichée, c'est engranger le maximum de profit dans un minimum de temps pour un minimum de personnes, c'est quand même ce qui domine aujourd'hui. Oui, absolument, mais je pense qu'on assiste à la fin d'un monde. C'est pas un renouveau de ce monde-là. Je pense que c'est comme ça. Mais je pense qu'on assiste, moi, chaque fois maintenant quand je vais aux États-Unis, j'ai quand même l'impression, déjà depuis 5 ou 10 ans, d'assister à la fin d'une civilisation, en termes de santé physique, mentale, de manière de vivre, etc. Donc, on vit dans un changement civilisationnel, à une période de changement civilisationnel, ça c'est très clair. Qui va gagner à court, au moyen terme, au long terme. Long terme, ça va être quand même le respect du vivant parce qu'il n'y aura plus rien d'autre. Mais combien ça va s'articuler, ça, on ne sait pas. Après, ce qu'il faut quand même, c'est justement comment ça se fait que les dirigeants de 40, 45, 50 ans ne se sont jamais posé la question ce qu'ils servent. Et donc, c'est là aussi où notre système et le système de grandes écoles en France a des questions à se poser sur, voilà, quelle est ma mission ici. Et donc, oui, sans éthique, on voit bien qu'on peut devenir président de la première puissance du monde, et certainement d'autres pays aussi. Est-ce que à la question qu'est-ce que je veux être, ça malheureusement chacun doit répondre personnellement, individuellement. Il y avait une activiste écologiste et des droits sociaux qui, il y a quelques années, justement, avait interpellé les grands, et un peu journaliste aussi, ça arrive à des gens très bien, qui avait interpellé des grands dirigeants, voilà, les Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc., en leur posant la question que je trouvais assez pertinente, mais au fond, qu'est-ce que vous voulez laisser comme souvenir? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme image? Au-delà d'énormément s'enrichir et d'être le plus riche du monde et d'envoyer des vaisseaux spatiaux en forme de phallus dans l'espace, qu'est-ce que vous voulez laisser comme moi, je me souviens, moi, j'étais dans une réunion et j'avais dit, on avait discuté, c'était comité de crise et chacun avait son opinion. Et à la fin, je dis, je suis désolée, mais là, je pense que tu dois sortir de la pièce et réfléchir quand tu seras sur ton lit de mort. Tu veux regarder quoi quand tu regardes en arrière? Quelle décision tu as prise pour être en paix avec toi? Et du coup, le dirigeant de l'époque, il est sorti, il a dit, je vais faire ça.
il est revenu et il avait pris la bonne décision mais quelquefois, il suffit que quelqu'un vous permet ça. Mais comme on est dans un système où personne ne va parler comme ça, hein, parce que le nombre de fois... c'est génial, parce qu'après 50 ans, on ne vous dit plus ça. Mais jusqu'à mes 50 ans, on me disait « Ouais, mais tu es un peu naïf. Et à 50 ans, chiffre magique. J'arrive dans une salle de réunion, je me dis « Ils vont me dire, mais tu es un peu naïf. » et truc. C'est fini. Plus c'était magique. Tout le monde était là à écouter et dire comme Alexandra a dit. J'ai adoré cette période. Et donc, du coup, oui, il faut poser cette question-là. Aussi, les jeunes m'ont toujours demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, poser des questions. Si tu ne peux pas décider, ta responsabilité, c'est de poser des questions. Alors, on va poser la question à l'assistance. Merci, Alexandra. Merci beaucoup. Reste. Est-ce que vous avez envie d'échanger avec Alexandra? On a un petit peu de temps pour ça. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Vous êtes Fouzia. Merci. Ah bah deux, carrément. Merci Alexandra pour ce témoignage. Vous évoquez beaucoup la position, la posture du dirigeant et les valeurs qui doivent le porter. J'imagine que maintenant que vous avez quitté le secteur du privé et que vous êtes dans l'environnement associatif militant, vous avez un dialogue plus soutenu avec les pouvoirs publics et le politique de manière générale. Au bout d'un an, quel constat vous faites justement de cette conversation? Actuellement, c'est très changeant en France. Donc, on change le Premier ministre assez souvent. Du coup, je trouve que, c'est-à-dire, le WWF, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté la présidence. Donc, je suis présidente, je ne suis pas directrice générale, donc beaucoup de ce travail revient à la directrice générale, au plaidoyer, etc. Donc, et c'est une formidable équipe. Mais la posture du WWF, c'est une posture d'expertise scientifique. Ce n'est pas une posture de confrontation. Et j'ai aussi accepté de présider l'organisation pour cette raison-là, parce que je ne veux pas contribuer à l'écume du jour. Je trouve donc tous les jours, il y a tous les jours une polémique que je pourrais commenter. J'ai toujours une opinion sur ce qui se passe. Mais je trouve que ça n'apporte pas de la valeur. Ça apporte rien à personne. Donc, du coup, le WWF continue ce travail de vraiment informer les décideurs des faits scientifiques, des meilleures mesures à prendre, etc. Là où j'ai essayé d'avoir une contribution plus politique, mais dans le sens politique cité des citoyens, c'était de dire quel doit être le récit pour récupérer le soutien populaire. Qu'est-ce qu'on a raté sur ces questions-là? Et on a quand même raté des choses en tant qu'écologiste. Je pense que c'est mon téléphone, tu peux l'éteindre si tu veux bien. Partons, j'ai très bien réfléchi. Voilà. Ouais, bien sûr. Tous les jours, il m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a raté sur le soutien populaire et le récit? Comment on doit raconter l'histoire différemment pour que les gens puissent encore nous soutenir. Et je pense là, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il faut les scientifiques comme les associations écologistes. Et je pense aussi, je suis trop impliquée sur les questions d'égalité, diversité pour pouvoir prendre du recul parce que c'est ma vie, c'est mes enfants, c'est mon sang. Donc, je n'ai pas le recul nécessaire. Mais sur l'écologie, il est clair qu'on a parlé d'un endroit d'expertise, de connaissances scientifiques, mais pas d'expérience, pas de vie quotidienne, pas d'émotion de l'autre. Et donc, il faut qu'on rapproche les enjeux dans le temps et dans l'espace des gens pour pouvoir engager. Et ça, c'est un discours, un sujet, on a fait tout un travail sur 12 mois, où il faut quand même qu'on a découvert que 63% des électeurs du Rassemblement national demandent plus de mesures écologiques à leurs dirigeants. Donc, c'était une étude qu'on a fait 71% pour tous les Français. Donc, les Français sont quand même
sensibles toujours, mais la problématique est qu'on ne leur laisse pas l'espace et on en fait un sujet de clivage et de confrontation et ça, ils ne veulent plus. Donc ça, c'est ma manière de contribuer, mais oui, pas contribuer à l'écume du jour parce que voilà, il y a des gens qui font ça mieux que moi. Il y en a tellement qui le font tous les jours. On prend encore une question. Est-ce qu'il y aurait une deuxième question pour Alexandra? Sinon, moi, j'en vois pas. Donc moi, j'en ai une. Et puis ensuite, je te laisserai répondre au téléphone. Tout à l'heure, tu disais, bon, moi, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. J'ai eu de la chance de faire ça à un moment où le sujet était porteur. Bon, c'est des sujets on en parlait tout à l'heure, hein, qui vont et viennent. Hein. Moi, je veux garder espoir sur le fait que la situation des impacts environnementaux et des impacts sociaux de la crise environnementale, parce que c'est très lié, les deux ne sont pas séparés, elle est tellement dramatique et elle est tellement loin de s'arranger que de toute façon, il y a un moment où les sujets reviendront comme une évidence. Mais vous disiez que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Là, vous avez tourné cette page-là, vous êtes sur d'autres horizons. Mais si vous aviez quelque chose à dire, moi, on me pose souvent la question si vous avez quelque chose à dire à la jeune femme que vous étiez, etc. Non, je ne vais pas vous la poser, cette question-là, mais si vous aviez quelque chose à dire aux jeunes et moins jeunes femmes et hommes, mais le fait que vous soyez une femme, j'imagine, n'a pas été neutre dans votre parcours, qui sont là aujourd'hui, pas seulement sur les sujets environnementaux, mais dans le monde de l'entreprise et dans le monde tel qu'il va aujourd'hui. Moi, je me pose cette question aussi, hein, parce que quelquefois, je me lève quand même le matin et je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose, tout ce que je fais? Et il y a plusieurs choses que je me dis. Ce que je trouve vraiment très, très chouette dans cette période-là, c'est que quand le pire de l'humanité se présente, c'est aussi le meilleur qui ressort. Donc vous avez eu bien sûr la Shoah, mais vous avez eu le juste. Et vous avez maintenant cette totale déchéance du pouvoir d'un côté, mais vous avez aussi des gens qui continuent à résister, qui continuent à venir à des conférences, qui continuent à vouloir échanger, etc. Donc le pire et le meilleur, ça se fréquente dans ces moments-là et je trouve ça assez inspirant et c'est très agréable à voir. Deuxièmement, je trouve que c'est un immense privilège de pouvoir être à un endroit où on peut faire quelque chose, parce qu'il y a énormément de gens qui subissent. Et donc avoir ce privilège de l'action, c'est quand même aussi c'est quelque chose de formidable. Et troisièmement, quand on est fait ainsi, on ne peut pas faire autrement. Donc, vaut mieux aller avec sa nature et pas contre sa nature. Merci beaucoup, Alexandra Paz. Un grand, grand merci.